Nous avons vu dans la première partie comment peut-on mettre en œuvre la validation en Xtext, soit en utilisant les validateurs par défaut offerts par le framework Xtext, ou bien en personnalisant nos propres validateurs, et cela conformément à la sémantique qu'on veut donner à notre DSL. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment on peut implémenter un quick fix lié à ces validateurs déjà définis. Xtext offre deux possibilités pour définir un quick fix. Donc la première possibilité, c'est la modification textuelle, où on va s'intéresser au code édité par l'utilisateur au moment de l'écriture de son code, ou bien la modification du modèle qui va s'intéresser au modèle qui correspond au code édité par l'utilisateur. Xtext se chargera de mettre à jour le code écrit par l'utilisateur. Un quick fix, c'est quoi? C'est tout simplement une solution à un problème donné. Donc ce problème peut être un avertissement ou bien une erreur. Et le quick fix, c'est tout simplement une solution qu'on propose à l'utilisateur au moment de l'édition de son code, c'est-à-dire avant la compilation. Donc ils sont disponibles à partir du marqueur d'erreur et aussi à partir de la vue problème. Donc pour notre DSL, on va fournir un quick fix pour chacune des fonctions warning, error et même info. Donc ces trois messages ou bien ces trois fonctions qui permettent de déclencher soit un avertissement, soit une erreur pour le cas de error, ou bien une information à l'utilisateur pour le cas de l'information ou bien de la méthode info. Et donc le quick fix, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement, il va proposer une solution à cet avertissement ou bien à cette erreur. Donc pour Xtext, il fournit un mécanisme facile pour mettre en œuvre un quick fix lié à une erreur ou bien à un warning émis par un validateur. Il génère dans le projet or Xtext example objet.ui. Donc ça concerne le cas de mon DSL. Donc ici objet, donc ça concerne le nom que vous avez donné à votre DSL. Or Xtext exemple, c'est le nom que vous avez donné à votre projet. Et donc le projet UI, c'est User Interface. Donc c'est le projet normalement qui est lié à l'éditeur de texte qui sera généré automatiquement. Donc une classe extend générée automatiquement, c'est la classe objet quick fix provider. Donc si objet, bien sûr, si votre DSL est nommé objet. Donc vous aurez une classe objet quick fix provider où vous pouvez implémenter vos propres quick fix. Maintenant, un quick fix fonctionne comment? Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que un quick fix n'est rien d'autre qu'une méthode. Donc une méthode qui doit être déclenchée lorsqu'on a une erreur ou bien un avertissement ou même une information bien sûr qui doit être générée par un appel à la fonction info. Donc pour faire l'association entre le quick fix qui représente la solution proposée à l'utilisateur pour corriger le problème dû à un appel à une des méthodes error, warning ou bien info, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement définir ce qu'on appelle un issue code. Donc l'issue code c'est quoi? C'est un code de problème. Donc un code de problème, c'est tout simplement une chaîne de caractères constante qui décrit un problème donné. Et donc pour nos validateurs qui font appel aux fonctions erreur ou bien aux méthodes error, warning et info, on doit ajouter comme argument ce code d'erreur. Donc c'est ce code d'erreur qui va faire l'association entre l'avertissement bien l'erreur rencontrée et le quick fix correspondant. Donc le quick fix c'est la solution proposée à l'utilisateur pour corriger le problème rencontré par les validateurs personnalisés et même aussi par les validateurs par défaut offerts par Xtext. Aussi au niveau de ces fonctions ou bien méthodes error, warning et info, donc on verra par la suite. Et nous avons parlé de ça, qu'on a plusieurs définitions, bien plusieurs versions de ces méthodes-là, et qui permettent de passer d'autres informations supplémentaires qui peuvent nous intéresser pour mieux décrire la nature du problème, et aussi qu'on peut utiliser pour corriger le problème rencontré. Donc comme vous voyez, les nouvelles versions des méthodes error et warning comprennent plus de paramètres que celles que nous avons utilisées lors de la validation.
Donc, le nombre minimum de paramètres qu'on peut avoir, c'est 3 paramètres. Donc, le premier qui correspond au message, donc c'est une chaîne de caractères qui correspond au message d'erreur qu'on va afficher à l'utilisateur. Le deuxième paramètre qui est l'élément EMF, normalement qui a fait l'objet à cette erreur, et pour lequel on veut signaler cette erreur. Donc, le troisième paramètre, c'est une chaîne de caractères qui correspond au code du problème. Donc, c'est les codes que nous utilisons pour décrire, pas de la description, mais normalement pour identifier un problème donné. Et puis pour le quatrième paramètre, donc vous voyez ici l'emploi des varg-args, c'est-à-dire des arguments variables. Cela veut dire quoi? Qu'on peut avoir de 0 à plusieurs paramètres de type chaîne de caractères. Donc on peut tous les mettre au niveau de ce paramètre-là qui va être quoi? Tout simplement un tableau de chaîne de caractères. Et donc pour ce tableau de chaîne de caractères, on va transmettre des informations supplémentaires qui vont nous aider à mieux décrire la nature du problème et aussi qu'on peut exploiter pour proposer des solutions pour les solutions normalement qu'on va déclencher à travers un quick fix bien sûr associé à ce genre de problème ou bien à ce validateur. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est la mise à jour de le validateur. Donc si on prend le cas du validateur qui vérifie si le nom des entités commence par une lettre en majuscule, donc la première chose, c'est ces validateurs qui sont définis au niveau des fonctions annotées par la notation check, donc ils sont définis au niveau de la classe objet ou validateur. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut définir les issue codes ou bien les codes de problème qui font quoi, qui identifient la nature ou bien les problèmes qu'on veut traiter. Donc ici vous voyez qu'ils sont ce sont des attributs de type classe et qui sont des chaînes de caractères constantes. Donc l'emploi de val à la place de var. Donc pour le premier issue code que nous avons utilisé, c'est hierarchie cycle. Donc qui correspond à quoi? Qui correspond à la vérification qui empêche l'utilisation d'un héritage en cycle. Les deux suivants, donc invalide entity name et invalide attribute name, donc qui correspondent normalement aux erreurs qui ne respectent pas la convention de nommage que nous avons adoptée pour dans cet exemple ou bien pour ce DSL. Donc vous voyez que les trois issue codes sont des concaténations entre les issue codes préfixes. C'est quoi ça? C'est tout simplement le nom que nous avons donné à notre projet, suivi de quoi? Suivi d'une chaîne de caractères qui décrit brièvement la nature de notre problème. D'accord? Puis au niveau des validateurs personnalisés, c'est-à-dire au niveau des méthodes donc annotées par la notation check. Donc on prend le cas de la méthode qui vérifie si le nom des entités la première lettre commence par une lettre en majuscule. Donc le test qu'on fait, c'est tout simplement on va vérifier si le premier caractère du nom d'un attribut est en minuscule. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appeler par exemple la méthode warning pour afficher un avertissement. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères qu'on va afficher à l'utilisateur. Entity name should start with a capital. Deuxième paramètre qui correspond à l'élément EMF qui a fait l'objet à cette erreur et pour lequel on veut signaler l'erreur. Donc, notre cas, c'était le nom du type c'est le nom de l'entité. Le troisième paramètre, c'est invalide entity name. C'est le issue code ou bien le code du problème. D'accord? Donc pour notre cas, c'est ce code-là. Invalide entity name. C'est invalide entity name et que nous allons utiliser au niveau du quick fix qu'on veut associer à cette validation. Et puis le dernier paramètre, c'est entité.name. C'est aussi une chaîne de caractères. Donc le nom ici, c'est le nom de l'entité qu'on va utiliser pour écrire ce problème-là et aussi qu'on va utiliser pour proposer une solution à ce problème. Maintenant, pour l'implémentation du quick fix, donc pour implémenter un quick fix, nous définissons dans la classe objet quick fix provider. C'est aussi une classe
qui est généré automatiquement par xtext. Donc on définit une méthode annotée par fix. Donc il y a une référence au code du problème auquel ce QuickFix s'applique. Donc vous voyez ici, donc au niveau de la classe objet QuickFix Provider, donc si on veut définir un QuickFix associé à ce validateur-là, pour celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première chose, il faut annoter cette méthode par la notation fixe. Et puis utiliser donc une référence qui correspond au code du problème qu'on veut traiter ou bien pour lequel on veut associer ce QuickFix. Donc dans ce cas-là, donc on va utiliser quoi? Un valide entity name. Donc un valide entity name, c'est un attribut de classe donc qu'on peut utiliser ou bien invoquer en précédant donc le nom de cet attribut par le nom de la classe. D'accord? Et puis pour le nom de la méthode ou bien du QuickFix, donc peu importe, donc comme le cas dit validateur personnalisé, peu importe le nom qu'on va donner à notre méthode, mais le plus important c'est qu'il faut respecter cette signature. C'est-à-dire qu'il faut définir une méthode avec deux paramètres, le premier de type issue, un objet de type issue, et le deuxième, un objet de type acceptor. D'accord? Pour le premier paramètre, donc c'est un objet qui représente les informations liées à l'erreur. Donc c'est cet objet où on va trouver l'ensemble des informations liées à notre problème. Donc, pour notre cas, c'est tout simplement le nom de l'objet. Donc c'est le nom de l'objet qui a fait objet à cette erreur. Puis pour accepteur, c'est un pattern qu'on va utiliser pour proposer une solution, donc la modification qu'on va proposer à l'utilisateur pour corriger son erreur. D'accord? Donc comment on fera ceci? C'est tout simplement en invoquant une méthode accept et en passant quelques paramètres. Donc on verra ça par la suite. Petite remarque, c'est que les QuickFix peuvent effectuer la correction sur le test. Là, on parle de la modification textuelle ou bien sur le modèle, et aussi ici on parle de la modification du modèle. On verra par la suite les deux possibilités, c'est-à-dire l'implémentation des QuickFix, soit en faisant une modification textuelle ou bien une modification. Maintenant pour l'implémentation du QuickFix qui va mettre la première lettre du nom d'un attribut d'une entité en majuscule. Donc on va s'intéresser à la modification textuelle. Donc le premier paramètre issue qui est un objet qui représente l'ensemble des informations qui concernent l'erreur. Donc c'est le premier paramètre qu'on va passer à la méthode accept, le deuxième paramètre de notre méthode, bien de notre QuickFix acceptor. Deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères qui définit l'erreur, donc capitalize first letter. Puis le deuxième paramètre, c'est une description du problème ou bien de la nature du problème. Donc c'est aussi une chaîne de caractères. Donc vous voyez, on fait la concaténation de cette chaîne de caractères plus ici issue.data.get0. Donc issue c'est quoi? Donc j'ai dit c'est l'information qui représente l'erreur rencontrée. Point data, c'est l'équivalent de get data. Donc qui va retourner quoi? Une chaîne de caractères. Point get0, donc c'est la première string du tableau de chaîne de caractères. D'accord? Je vais vous montrer ça donc, au niveau de xtext. Donc nous avons ici, voilà, c'est au niveau de issue. Donc l'objet, ça c'est l'objet issue, donc qui est donc une interface. Et puis pour le getData, qu'est-ce qu'il retourne? Donc il retourne un tableau de chaîne de caractères. D'accord? Donc c'est ce qu'on a défini au niveau de la méthode warning ou bien erreur. Donc c'est ici. Donc les issue data, c'est l'ensemble des informations qu'on va offrir à notre warning et qui sont récupérées ou bien passées ou bien transmises à notre QuickFix. Donc ici string 3 points pour dire quoi? Qu'on peut passer un ensemble de paramètres de type string. C'est-à-dire quoi? C'est un tableau de type string. Donc pour récupérer
les données. Donc tout simplement on va analyser ou bien inspecter donc ce paramètre là. C'est le nom issu que nous avons donné au niveau de notre quick fix. Donc nous avons dit que ces paramètres là représentent un tableau de chaîne de caractères. Pour notre cas, on a passé une chaîne de caractères, c'est-à-dire que notre tableau est composé d'un seul élément qui est du type string. C'est celui qu'on va récupérer ici. Donc ici un point data qui est équivalent à getData, donc va retourner quoi? Va retourner un tableau de chaîne de caractères. Dans notre cas, on n'a qu'une chaîne de caractères, donc le tableau est composé d'un seul élément. Get0, on va récupérer le premier élément qui est quoi? Qui est tout simplement le nom de l'objet, parce que c'est l'objet, le nom de l'objet qui a fait objet à cette erreur-là. D'accord? Pour le troisième paramètre, c'est aussi une chaîne de caractères qui représente le nom d'une image, si vous voulez par exemple l'associer à votre quick fix. Donc on verra au niveau de l'atelier numéro 4 comment on peut associer une image à un quick fix. Donc on verra l'association entre le nom de l'image et le nom physique de notre image, et aussi son emplacement au niveau du projet, ainsi de suite. Donc tout cela on va le voir au niveau de l'atelier. Et puis pour le dernier paramètre, c'est une expression lambda qui contient la proposition ou bien la modification qu'on va utiliser pour corriger l'erreur ou bien l'avertissement déclenché par les validateurs. D'accord? Donc le type de ce troisième paramètre est un i-modification. Donc on verra ça au niveau de la méthode accept. Donc la méthode accept de l'objet accepteur. Donc ici une résolution accepteur. Vous voyez ici, donc le premier paramètre c'est un objet de type issue. Donc 3 chaînes de caractères pour décrire le problème. Le dernier paramètre c'est quoi? C'est un objet de type i-modification. Donc le i-modification c'est quoi? C'est une interface fonctionnelle. D'accord? Comme vous voyez ici, donc i-modification. Donc c'est une interface qui définit une seule méthode appelée apply, d'accord, méthode abstraite. Et voilà, donc apply, il prend en paramètre un objet de type i-modification contexte, d'accord, c'est ce qu'on a passé ici. Donc l'expression lambda ici, donc c'est une expression qui implémente une instance de type i-modification. Donc ça c'est le paramètre de la méthode apply de l'interface i-modification, et les instructions que vous voyez ici, ce sont les instructions normalement qui implémentent la méthode apply. Maintenant je vais ouvrir une parenthèse pour faire un petit rappel sur ce qui est une expression lambda. Pour ceci, donc j'ai déjà défini une classe extend, donc avec la méthode main. Donc la première chose que je vais faire, c'est la définition d'une interface fonctionnelle. Donc interface et puis à l'intérieur je vais définir une méthode qui ne retourne rien, void ma méthode, et qui prend en paramètre une chaîne de caractères. D'accord? Donc vous voyez ici, il s'agit ici de quoi? D'une interface fonctionnelle. Pourquoi on l'appelle une interface fonctionnelle? Parce que tout simplement il définit une seule méthode abstraite. D'accord? Donc maintenant, si je déclare au niveau de la classe test lambda une référence de type mon interface, donc que je vais appeler var mon interface, que je vais appeler inst, qui égale à nul au début. D'accord? Donc là j'ai fait quoi? Donc j'ai déclaré inst comme étant une référence de type mon interface. Donc que je ne peux pas implémenter directement parce que on ne peut pas instancier une interface, mais qu'est-ce que je peux faire? La première chose, je peux instancier une classe qui implémente cette interface. Deuxième possibilité, c'est l'utilisation d'une expression lambda. Et les deux, ils sont considérés comme étant des instances. Donc je commence par la première
Donc, possibilité. Donc, inst est égal à quoi? Est égal à new. Mon interface. Ce que j'ai fait ici, c'est l'implémentation d'une classe qui implémente ce type-là, le type mon interface. Et pour faire cette implémentation, je dois définir ou bien redéfinir toutes les méthodes abstraites au niveau de ce type-là. Puisqu'il s'agit d'une interface fonctionnelle, donc je n'ai qu'une seule méthode abstraite que je dois redéfinir. Pour la redéfinition, donc au lieu d'utiliser le mot-clé def, je dois utiliser quoi? Le override. Donc override void ma méthode. Donc je passe la chaîne de caractères string s, et puis à l'intérieur je ferai quoi? Tout simplement je vais afficher la chaîne de caractères que j'ai passé en paramètre s. Voilà, ici j'ai fait une erreur, donc je dois mettre le n en minuscule. Donc voilà. Donc ici j'ai fait quoi? Donc j'ai instancié un objet de type mon interface. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la définition d'une classe anonyme. D'accord? Maintenant je peux appeler la méthode, ma méthode, à partir de mon instance. Donc point contrôle, et puis j'appelle ma méthode. D'accord? Je donne par exemple paramètre une chaîne de caractères. Donc j'enregistre et maintenant je vais exécuter ce code. Donc vous voyez ici donc la chaîne de caractères qu'on a passé en paramètre. Maintenant la deuxième possibilité que je peux faire pour instancier un objet de type mon interface, c'est l'utilisation des expressions lambda. Donc qui remplace tout simplement cette implémentation. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est directement, je vais utiliser l'instance égale à quoi? Maintenant je vais passer et puis lui donner une expression lambda. Donc une expression lambda qui doit implémenter cette interface, pardon, cette méthode. Donc ma méthode, il prend combien de paramètres en entrée? Une chaîne de caractères. Donc un seul paramètre de type chaîne de caractères. String s, et puis après la barre oblique, je vais devoir passer quoi? Je dois passer tout simplement l'implémentation de cette méthode. Pour notre cas, l'implémentation n'est rien d'autre qu'un appel à la fonction println. Donc je vais passer donc, cette méthode println et je donne ici voilà s. D'accord? Aussi, je peux en mettre le type ici. Pourquoi? Parce que extend, donc il a la possibilité d'inférer le type du paramètre. Si ça reste toujours correct. Et puis, donc ici, je peux faire quoi? Je peux appeler la méthode, ma méthode, en utilisant la définition d'une expression lambda. Donc je vais mettre celle-là aussi en commentaire. Et je vais exécuter à nouveau. Voilà, vous voyez donc l'affichage de la nouvelle chaîne de caractères. Donc vous voyez donc l'utilité, la simplicité de l'utilisation des expressions lambda à la place de l'implémentation des classes anonymes ou bien des interfaces anonymes. D'accord? Maintenant revenons à notre méthode accept, en particulier au dernier paramètre, donc qui correspond à l'objet e-modification qu'on doit passer. Donc l'instanciation de cet objet normalement va se faire en définissant une expression lambda donc qui implémente le code de modification associé à ce quick fix lorsqu'il est utilisé par ou bien sélectionné par l'utilisateur. Donc comme vous voyez cette expression lambda, il implémente quoi? Il implémente une instance du type e-modification que nous avons vu ici. Donc voilà, e-modification, donc qui est composée d'une seule méthode abstraite qui prend un paramètre, donc un paramètre de type e-modification contexte.
c'est ce que nous avons passé ici. Donc contexte, il est de type iModification contexte. Et les trois instructions que vous voyez ici donc, correspondent au corps de la fonction appelée définie au niveau de l'interface iModification. Donc la première chose, on définit xtext document comme étant un type xtext document qu'on peut récupérer directement à partir du contexte. C'est le contexte de notre problème. Xtext document, c'est quoi? Ça correspond au fichier normalement qui correspond à l'édition du code faite par l'utilisateur. Donc le code écrit par l'utilisateur maintenant, il est récupéré ou bien il est au niveau de cet objet. Puis au niveau de la deuxième instruction, donc on définit ici donc un caractère ou bien une chaîne de caractères, voilà le first letter, qui est égal à xtext document.get issue.offset. Donc on va inspecter ces deux types-là, xtext document, pour savoir ce que font ces méthodes-là. Donc vous voyez ici que xtext document est une interface qui est en iDocument. D'accord? Donc on va au niveau de iDocument ici qui est une interface. Donc pour le get, donc c'est une méthode qui prend de paramètres deux entiers qui retourne une chaîne de caractères. D'accord? Ici, les deux chaînes de caractères ou bien les deux valeurs qu'on va donner en paramètre à la méthode get correspondent. Première chose, issue.offset. Issue, c'est quoi? Normalement dit, c'est l'objet qui représente l'erreur. Donc notre objet, celui qu'on a passé lorsqu'on a fait appel à la fonction, ou bien la méthode warning ou bien error, était le nom de l'attribut. Donc issue.offset, donc il va nous faire quoi, ou bien il va retourner quoi? Il va retourner la valeur qui correspond au décalage de issue, qui est le nom de l'entité qui a déclenché l'erreur par rapport à notre document. 1, donc c'est la longueur qu'on cherche. D'accord? Donc à partir de cet offset, on va récupérer tout simplement 1, c'est-à-dire une seule lettre. Et par conséquent, first letter doit être quoi? Doit être une chaîne de caractères composée d'un seul caractère. D'accord? On a vu ça ici. Donc get int, il retourne une chaîne de caractères. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ce first letter, qui est une chaîne de caractères normalement? On va appeler la méthode replace, toujours en appliquant cette modification à xtext document, qui est notre texte. Donc c'est le texte qui correspond au code édité par l'utilisateur. On passe issue.offset, donc c'est l'emplacement des issues au niveau du document, d'accord, au niveau du code édité par l'utilisateur. 1, c'est-à-dire à partir de offset, une longueur de 1, c'est-à-dire le premier caractère du nom de l'entité erronée, et puis first letter to first upper. Donc cette valeur-là, first letter, on va la mettre en majuscule. Donc c'est le remplacement de la première lettre qui est en minuscule par la même lettre, mais cette fois-ci exprimée en majuscule. Donc aussi cette méthode est définie au niveau de iDocument. Donc replace, on l'a trouvé ici. Voilà, c'est au niveau de cette méthode. Donc on donne l'offset, donc de l'élément par rapport au document, puis la longueur, et puis la chaîne de caractères normalement qu'on veut mettre à jour. D'accord? Donc ça concerne la modification textuelle pour implémenter un quick fix. Donc je vais vous montrer un exemple d'un quick fix que j'ai déjà implémenté. Donc je vais définir une nouvelle entité, objet, je vais enregistrer. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai le marqueur d'erreur ici. Donc entity name should start with a capital. Donc ça c'est le validateur personnalisé qui lance ce message là.
Et aussi, on a le même message au niveau de la vue problème. Donc, entité name should start with a capital. Aussi, l'objet qui a fait l'objet à l'erreur, donc il est signalé par l'erreur. Si je clique ici ou bien si je clique au niveau de ce marqueur-là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, vous voyez l'implémentation du quick fix. Donc le label qu'on a donné à notre quick fix. Et puis ici, la description du quick fix. Capitalize first letter of objet, c'est le nom de l'erreur. Donc si je veux maintenant faire une correction, je n'ai qu'à appeler le quick fix associé à cette erreur-là, ou bien à cet avertissement. Je clique ici, et vous voyez ici que le O qui est mis en majuscule. D'accord? Voilà, donc c'est la même chose qu'on a ici au niveau de cette capture d'écran. Maintenant, on va passer à la modification du modèle. Donc, nous avons vu qu'avec la modification textuelle, la modification bien des corrections qu'on fait, normalement, elle affecte le code écrit par l'utilisateur. Donc, c'est l'emploi ici du Xtext document, donc on peut récupérer à partir du contexte. D'accord? Et donc la modification va affecter le document directement. Donc le document qui correspond au code édité par l'utilisateur. Maintenant, la deuxième possibilité qu'on a, c'est de faire une modification au niveau du modèle EMF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'édition du code, il y a toujours donc un modèle EMF qui correspond à votre code qui est en mémoire. Donc on peut exploiter et modifier, et puis Xtext se chargera de mettre à jour le code, bien le contenu du code donc écrit par l'utilisateur. Donc c'est l'objet de cette deuxième partie qui concerne la modification du modèle. Mais dans ce cas-là, donc on va changer la version de la méthode accept qu'on va appeler. Donc ce serait une autre version, et par conséquent l'expression lambda changera aussi. Donc pour voir ceci, donc ici au niveau de e-modification, donc l'interface est sur résolution acceptor qui contient la définition des méthodes accept. Donc on va utiliser cette version qui, à la place de l'objet e-modification, va passer quoi? Un objet de type e-semantic modification. D'accord? C'est ce type-là qu'on va normalement passer, qui est aussi une interface fonctionnelle. Donc e-semantic modification, donc qui définit une seule méthode abstraite apply qui prend cette fois-ci deux attributs. Un attribut de type e-object, c'est la classe mère de toutes les classes de type EMF, et puis le deuxième c'est context qui est de type e-modification context. Donc pour notre expression lambda, ici on veut implémenter le quick fix qui va mettre en minuscule la première lettre du nom d'un attribut donné. Donc on gardera au niveau des 4 premiers paramètres, donc ils sont les mêmes. Donc les issues, c'est l'objet qui contient ou bien qui représente l'erreur. Pour notre cas, c'est le nom de l'attribut. Puis ici le label qu'on va utiliser au niveau de notre quick fix. Deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères qui décrit le type d'erreur. Puis le quatrième, c'est aussi une chaîne de caractères qui correspond à une image si on veut l'associer à notre quick fix. Et pour le dernier paramètre, qui est une expression lambda, qui prend deux objets, ou bien deux paramètres en entrée. Donc element qui est de type e-object, et puis context qui est de type e-modification context. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau du code de la méthode implémentée? Donc la première chose, on va faire un casting de element qui est de type e-object vers attribute, d'accord, pour récupérer le nom de cet attribut. Et pour ce nom-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter la valeur suivante. Donc ici, c'est quoi? Nous avons dit c'est le nom de l'attribut. Point data, c'est l'équivalent getData qui retourne quoi? Qui retourne un tableau de chaîne de caractères. Point get0 pour récupérer la première chaîne de caractères. Pour notre cas, on n'a passé qu'une seule chaîne de caractères, donc qui correspond quoi? Au nom de
de l'attribut. Donc cette expression jusqu'ici correspond tout simplement au nom de notre attribut, qui est normalement, qui a déclenché cet avertissement, si je suppose que cet attribut commence par une lettre en majuscule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pour cette chaîne de caractères, ce first loud, c'est-à-dire quoi? Je vais mettre son premier caractère en majuscule, en minuscule. Le contenu de cette expression qui est une chaîne de caractères, je vais l'affecter au nom de l'attribut. D'accord? C'est-à-dire au nom pour faire la correction du nom de cet attribut. Donc, notez qu'avec ce type de modification, nous ne manipulons que le modèle EMF sans avoir à traiter le contenu de l'éditeur. D'accord? Donc, on voit ici, donc la modification n'affecte pas le fichier qui correspond au code édité par l'utilisateur, mais tout simplement, il affecte le modèle EMF qui correspond à ce fichier-là. Et donc, c'est à Xtext de faire la mise à jour une fois qu'on sélectionne ce quick fix pour faire cette correction. Donc, on verra un exemple d'implémentation de ce quick fix. Donc, je vais définir ici un type de int par exemple. Puis ici, je vais définir un attribut de type int. Donc là, j'ai respecté la convention de nommage que nous avons définie au début, mais si je vais essayer de mettre cette première lettre en majuscule, donc j'aurai un avertissement. D'accord? Donc si je clique sur ce marqueur là, voilà, donc j'ai le quick fix, ou bien les informations que j'ai utilisées pour implémenter mon quick fix. Donc ici c'est le label de l'erreur, un capitalize first letter, puis ici la description de l'erreur, un capitalize first letter of ATT, donc il marque l'objet EMF qui a fait l'objet de cette erreur. Puis ici je choisis donc de mettre la première lettre en minuscule, donc je n'ai pas cliqué deux fois sur le quick fix et puis donc il a mis A en minuscule. Donc voilà, c'est la même chose que ce que j'ai ici. Donc pour conclure, donc nous avons vu au niveau de ce chapitre comment peut-on mettre en œuvre la validation en Xtext. Donc nous avons vu l'utilisation du mécanisme de validation qui se base sur les méthodes annotées par check. Et puis nous avons vu comment implémenter un validateur personnalisé en appelant les méthodes error, warning et info avec des informations appropriées, et Xtext produit les marqueurs d'erreur et les avertissements correspondants. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment mettre en œuvre ces quick fix. Donc, en utilisant la modification textuelle qui affecte le code écrit bien édité par l'utilisateur directement. Et dans la deuxième partie, on a vu donc le deuxième type de modification qui s'intéresse au modèle EMF qui correspond au code édité par l'utilisateur. Et bien sûr, c'est Xtext qui va se charger de mettre à jour le contenu du programme.